Bonjour, donc effectivement, je ne vous parlerai pas de DDD aujourd'hui. On va plutôt parler d'intégration continue et autres. Donc, merci d'être venu. Un petit mot me concernant. Donc, mon nom est Frédéric Dewin. Certains me connaissent, pas mal me connaissent, je crois. Je suis CTO et cofondateur de la plateforme Continuous PHP. Certains la connaissent peut-être, certains la connaissent. J'ai un background de 15 ans plus ou moins en sysadmin et développeur PHP, mixé, certifié PHP et surtout évangéliste de toutes les pratiques de continuous delivery et continuous deployment. Donc, d'abord, très bien, continuous quoi? Continuous delivery, continuous deployment, on va commencer par le début. L'intégration continue. Qu'est-ce que réellement l'intégration continue? L'intégration continue, c'est une pratique de merger continuellement tous les changements, tous les commits faits par un développeur dans une branche centrale. Donc on va ensuite tester tous ces commits à chaque fois. Le principe est de pouvoir rajouter des features le plus rapidement possible et de s'assurer que qu'on ne rajoute pas de régression dans le code, tout simplement. Ensuite, on a la possibilité également de déployer chaque commit sur un serveur d'intégration, à chaque fois. Ça, c'est ce qui résume l'intégration continue. On va retrouver plusieurs outils qui permettent de le faire, on va revenir dessus après, mais on peut aller plus loin que l'intégration continue. On va retrouver, après l'intégration continue, la livraison continue, le continuous delivery. Donc, dans le continuous delivery, on reprend exactement ce qui se fait dans l'intégration continue, mais on va rajouter certaines parties en plus, notamment le fait de packager l'application. Ce qu'on a souvent tendance à oublier, si on fait du continuous delivery, où on crée un package. Un bête exemple, quand vous utilisez Composer, il y a eu du continuous delivery qui a été mis en pratique avant, éventuellement, mais à chaque fois vous allez récupérer un package. Vous n'allez pas récupérer un commit. Donc bien faire la différence ici, parce que ça a beaucoup d'implications dans ce qu'on va voir après. Une fois que ce package est créé, on a la possibilité de livrer ce package au client. Chaque package doit être toujours consistant, toujours fonctionnel. Donc les tests doivent être passés avant de packager, sinon il faut les corriger, faire un hotfix, repusher le code et ensuite pouvoir repackager la nouvelle version. Donc c'est déjà un gros changement par rapport à la simple intégration continue qu'on avait avant, qui n'est pas régulièrement mis en application dans le monde du PHP. En gros, le continuous delivery, également, ce qu'on va voir, c'est la notion de délivrable. On se rapproche plus, certaines personnes vous êtes habitués aux méthodes agiles, Scrum, Kanban. Donc ici, on va plutôt avoir une approche Scrum que Kanban. Il y a une notion de délivrable. Donc à la fin d'un sprint, on délivre un nouveau package. Bien entendu, il est possible de faire de nouveaux packages entre-temps. Et ce package, encore une fois, peut être déployé sur un serveur, automatiquement sur un serveur de staging. Mais si on veut livrer ce package en production, il va y avoir une opération manuelle. Un test manuel peut être effectué pour valider le package
avant de le livrer en production, les tests d'acceptance manuels. Plus loin que ça, on en a parlé ce matin, vous étiez sans doute tous à cette conférence, il y a le Continuous Deployment. Continuous Deployment, encore une fois, qui intègre tous les principes du Continuous Delivery, mais qui va aller encore plus loin. À chaque fois qu'un build est fonctionnel, que tous les tests sont passés, il est déployé en production, tout le temps. Un package est créé et il est déployé en production. Le gros avantage qu'on va retrouver ici, c'est qu'on minimise énormément le temps entre deux versions. Donc on minimise également énormément les changements entre deux versions. Ce qui fait que si un bug devait arriver qui n'a pas été repéré plus tôt, il va être corrigé beaucoup plus rapidement que si on faisait du Continuous Delivery. Continuous Delivery, on va peut-être voir une nouvelle livraison en production toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Continuous Deployment, un bête exemple, chez nous, chez Continuous PHP, on déploie une dizaine de fois par jour, en production, sans aucun problème. Vous pouvez, avec du Continuous Deployment, si tout est bien testé, déployer en fin de journée sans avoir de soucis. Après, s'il devait y avoir quoi que ce soit comme problème, les tests sont là pour bloquer la chaîne de déploiement. On corrige et on redéploie. En général, ce sont des corrections qui vont très vite. Donc, le plus gros avantage qu'on va retrouver également, il est surtout d'un point de vue business. À chaque fois qu'une nouvelle feature est fonctionnelle, c'est surtout le but du Continuous Deployment, elle sera disponible. Vos concurrents auront peut-être fait du Continuous Delivery, vous êtes en Continuous Deployment, la petite feature à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout que le client allait adorer, vous la sortez après 1 heure alors qu'elle était prévue dans un sprint pour sortir dans 2 semaines, vous êtes devant vos concurrents. Donc là, par contre, on va implémenter plutôt du Kanban que du Scrum. Donc, chaque fois, une nouvelle tâche, elle est utilisée elle est créée, elle est complétée et on la déploie. Donc, petit résumé, on se retrouve avec de l'Agile Development, développement agile, qui lui ne va jusqu'au build, ne s'occupe pas de la partie test. L'intégration continue va jusqu'au test, ne crée pas de release. Éventuellement, on déploie sur un serveur d'intégration, mais on ne déploie pas en production. Continuous Delivery, qui lui va créer un package, peut déployer manuellement derrière si on le désire, et ensuite le Continuous Deployment, qui lui va jusqu'au déploiement et le monitoring derrière de l'application, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact suite à un déploiement. Tout est automatisé, donc ça va beaucoup plus vite. Et on peut monitorer chaque déploiement, voir ce qu'il peut y avoir comme impact au niveau performance suite à un déploiement, suite à une branche, et ainsi, à un nouveau commit, et ainsi de suite. Par contre, bien faire attention. Le Continuous Delivery va fonctionner sur tout type de projet. Le Continuous Deployment, faites-le sur une application, mais pas sur une librairie. Je vous laisse imaginer si on sortait Symfony en Continuous Deployment ou ZF en Continuous Deployment, tout le monde travaillerait sur la branche master. Qu'est-ce qui se passe? Votre code derrière n'est pas adapté suite à un changement et vous avez des BC breaks. Bref, ce que vous pouvez faire à la place, c'est travailler sur des triggers. À chaque fois qu'une nouvelle version est disponible, grâce à un hook, vous déclenchez une mise à jour de votre code avec la nouvelle version, un Bet Composer Update par exemple, qui va ensuite pusher la nouvelle version, déclencher la phase de test et de continuous deployment avec la nouvelle
version de la librairie tierce, et si les tests passent, on l'envoie en production avec la nouvelle version. On peut le faire, oui. Un callback sur la chaîne de déploiement de test de la librairie derrière. On déclenche un build qui va juste faire le composer update sur la nouvelle version. Il commit le nouveau composer.lock et derrière ça, il lance toute la chaîne de déploiement continu. Si les tests passent pour l'application. Mais s'ils ne passent pas, on sait qu'il y a un BC break qu'il faut corriger et adapter. Ça implique des tests particuliers, des tests en régression. Oui, on y vient. Donc, un petit mixte qu'il y a moyen de faire également, c'est un modèle de branche qui existe, qui est déjà fort utilisé. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais celui-ci a l'avantage de mixer aussi bien du continuous deployment que du continuous delivery. En gros, on va avoir une branche master qui est le code stable qui part en production à chaque fois. On déploie uniquement ces tags et pas une branche, c'est sur la production. La branche master peut servir de branche de pré-prod par exemple. Ensuite, les hotfix sont créés à partir de la branche master pour faire du continuous deployment. À chaque fois qu'on finalise un hotfix, on merge ce hotfix avec la branche master et la branche de développement. Du coup, on a réellement du continuous deployment entre le hotfix, enfin pour chaque hotfix. Par contre, les nouvelles features à ce moment-là sont créées à partir de la branche develop. À chaque fois, on a une branche de feature. Cette branche de feature, une fois qu'elle est finalisée, on la merge dans la branche develop. À la fin du sprint, on crée une branche de release. Là, on peut encore faire quelques tests, utiliser cette branche de release pour la déployer sur un nouvel environnement de pré-production. À partir du moment où vous avez codé votre infrastructure, certains ont peut-être vu la conférence de mon collègue ce matin qui parlait du sujet, vous êtes à même de créer un nouvel environnement à la volée pour chaque branche. Très facilement, le cloud est là pour vous aider. Vous ne payerez que le temps d'utilisation de ces ressources. Vous validez la nouvelle release. Une fois que c'est fait, vous créez le tag de la nouvelle release, c'est mergé dans la branche master, et également on remerge la branche de release vers la branche develop pour récupérer tous les bug fixes qui auraient pu être faits au sein de la branche de release. Donc là, c'est un modèle qui permet de combiner les deux. Ce modèle Gitflow est déjà pas mal utilisé. Il y a un outil qui va vous permettre de l'utiliser localement. On en parle juste après. Par contre, il implique une chose, c'est bien d'utiliser le semantic versioning. Un petit rappel pour ceux qui ne voient pas exactement ce qu'est le semantic versioning. On a une version majeure, mineure et patch. Les patchs sont uniquement les hotfix. Les versions mineures n'impliquent aucune régression, juste des ajouts de nouvelles features. Et les versions majeures, par contre, dans ce cas-là, peuvent impliquer des régressions. Si vous gérez toutes vos versions de cette manière-là, ce sera aisé de combiner le continuous deployment et le continuous delivery, aussi bien pour vos applications que pour vos librairies tierces. L'outil dont je vous parlais, Gitflow, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine. Il existe également, enfin il est utilisable, installable aussi pour Windows. Là par contre je ne l'ai pas rajouté dans les slides parce que l'installation ne tient pas sur un slide. Donc, ensuite, très bien, mais
là, on a parlé de la pratique, mais comment le mettre en application? D'abord, on a besoin de builder notre application. Donc, le builder, ça consiste en quoi? Gérer déjà tout ce qui est dépendance, préparer son application pour l'utiliser en production. Donc, qu'est-ce que mon code a besoin pour être fonctionnel à partir du code source? Je dois rajouter des fichiers de configuration, je dois me connecter, je dois mettre à jour une base de données, ainsi de suite. Mais également, le build peut servir à d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner pendant l'exécution de mes tests? Si vous voulez automatiser vos tests, il faut pouvoir préparer votre application et tester. Tout bêtement, j'ai besoin d'un log plus verbeux dans l'exécution de mes tests que, par exemple, en production, où j'ai pas envie en production que certaines choses apparaissent dans le code source de la page, dans la page de mon site, par exemple. Également, tout simplement, le build, il va vous servir à préparer vos machines de développement. Vous êtes développeur, vous avez une équipe de développeurs, vous avez envie qu'un nouveau développeur travaille sur un projet. S'il y a un build sur ce projet, en quelques minutes, votre développeur est prêt à travailler dessus. Pas se retrouver, comme j'ai déjà vu chez certains clients, où il faut une journée de préparation pour que le développeur puisse commencer à travailler. Alors, la phrase qu'on entend tout le temps, c'est très bien, c'est très beau tout ça, mais mon projet, il est trop spécifique. Ça ne marchera pas avec ça. C'est faux. On se dit tous qu'on a un projet spécifique, mais à ce moment-là, tout le monde a un projet spécifique. Mais il reste une base pour chaque projet. Le projet, il est basé uniquement sur quoi? Des dépendances. Des dépendances et du provisioning. Tout projet peut être réduit à ces dépendances et un assemblage de ces différentes dépendances. Donc, on va avoir des dépendances système. Les dépendances système, vous l'avez peut-être vu ce matin lors de la conférence de mon collègue, vous pouvez coder votre infrastructure pour déjà créer tout le système qui va aller avec. Donc, tout ce qui est base de données, le stockage de fichiers, ça peut même aussi être des web services. Vous appelez une API spécifique, c'est une dépendance. Mais du coup, il va falloir la configurer également. Donc, le cache est une dépendance. Quand vous déployez, vous avez des données qui sont en cache, votre build doit prendre en charge le fait qu'il va falloir cleaner le cache, etc. Il y en a des tonnes. Les dépendances du code, qu'est-ce que sont les dépendances de code? On a nos librairies tierces, déjà. Tout le monde travaille à l'heure actuelle avec des frameworks. Si ce n'est pas le cas, tout le monde travaille au minimum avec des librairies tierces. Un bête exemple, on a besoin d'un client HTTP, on ne va peut-être pas l'écrire soi-même. Ce sera nettement plus facile d'utiliser des librairies tierces. Je ne pense pas qu'il y a besoin de refaire un discours là-dessus. Également, tous les fichiers de configuration. Les dépendances de vos projets, les fichiers de configuration en sont. Ne mettez jamais vos données de connexion à la base de données dans le code source. Ça doit être géré lors du build. Le build peut très bien créer ces fichiers de configuration. Donc, très bien, mais ensuite, comment gérer toutes ces dépendances? Bon, il y a quelques outils, pas mal de personnes doivent déjà les connaître. Composer, on ne va pas refaire un chapitre complet là-dessus. Gestionnaire de dépendance pour le PHP. Bien entendu, il va également vous permettre de définir vos prérequis pour les versions PHP, les extensions. Bref, la documentation est sur getcomposer.org. Vous savez très bien où elle se trouve. Je pense que tout le monde la connaît. Fing. Fing
est un outil qui est pas mal utilisé dans le monde du PHP. Certains utilisent peut-être Ant. Fing a l'avantage d'être écrit en PHP. Si vous voulez l'étendre, ce sera beaucoup plus facile. Vous trouvez déjà pas mal de tâches à rajouter dessus sur Packagist. Donc très facile à compléter. Donc je ne vais pas en aller plus dans les détails sur Fing. Ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est des builds définis en XML. Vous définissez des targets et dans chaque target vous exécutez des tâches. Donc Fing va surtout vous permettre à adapter votre projet en fonction des dépendances que vous avez. Par exemple, créer votre fichier de configuration pour se connecter à une base de données. On en a parlé ce matin. Très bien, tout ça. Là, on a notre projet. On a un build. On a les dépendances qui sont gérées par Composer. Le plus gros problème qu'on rencontre, c'est quoi? C'est migrer la base de données. Migrer la base de données, mon schéma change. Il y a des outils pour ça. On a tendance à l'oublier. Doctrine migration, ceux qui utilisent Doctrine, servez-vous de Doctrine migration. Il va automatiquement générer votre migration sur base de vos entités. Vous aurez la possibilité de faire du rollback de votre schéma ou tout simplement un update vers la nouvelle version du schéma. Il va être par contre compatible uniquement avec MySQL. Il y a d'autres projets comme Finks. Il y a un talk demain à 16 h sur le sujet. Je vous conseille d'y aller. Finks va faire également de la migration up et down. Par contre, il va gérer beaucoup plus de bases de données. dbdeploy permet de faire exactement la même chose. Finks est écrit en PHP. dbdeploy, ce sont des dumps, des simples dumps SQL. Sinon, tout simplement, travailler en NoSQL. Et il n'y a plus de problème. Oui ? Très bien. Bon, on reparle de la partie test dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est clair que pour faire du déploiement continu, il faut un minimum d'assurance sur son code. Donc, comment on va tester son code pour se prémunir de tout ça? Il y a plein de frameworks qui sont là pour ça. D'abord, vous avez la partie de test d'acceptance que vous pouvez mettre en place avec Biat, qui est inspiré de Cucumber. Tout simplement, vous définissez vos features. Ça utilise Gherkin, la notation Gherkin, qui est un langage de définition de spec commun à tous les frameworks qui font du BDD. Il va également supporter les drivers de navigateur web. Du coup, vous serez à même de simuler un utilisateur, le schéma complet d'un utilisateur sur votre site. Vous pouvez même vous en servir si vous voulez aller plus loin dans vos tests pour faire du refactoring sur votre application, pour définir vos specs et vous assurer qu'il n'y a pas de régression par la suite. Les tests unitaires. Là, il y a suffisamment de frameworks sur le marché. PHP Unit, le plus utilisé à l'heure actuelle. PHP Spec, dans la même gamme que Biat, qui est très intéressant, surtout parce qu'il va vraiment vous permettre de faire du TDD. Et également Atom. Je pense que beaucoup de personnes doivent connaître Atom ici dans la salle. N'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, faites bien attention à une chose, dans toute la gamme de tests. C'est la pyramide de test. La pyramide, pourquoi? La base de la pyramide, c'est ce qui doit être le plus couvert. C'est ce qui doit y avoir le plus dans votre code. C'est la plus facile à maintenir, c'est la moins coûteuse. Au plus on est bas dans la pyramide, au moins c'est coûteux. Au plus c'est facile d'en rajouter.
Et quand je dis coûteux, coûteux pour les écrire, coûteux pour les maintenir, coûteux pour les exécuter. Au plus vous montez dans la pyramide, au plus longs vont être vos tests. Si vous êtes dans le haut de la pyramide et que vous avez que des tests pareils, on trouve régulièrement une pyramide inversée chez des clients. Dans ce cas-là, vous allez avoir 20 heures d'exécution de test. Le continuous deployment, vous l'oubliez. Si vous voulez faire 10 déploiements sur la journée, ça va être dur. Donc, toujours partir de la base, les tests unitaires en bas, les tests fonctionnels en haut. Uniquement les features les plus critiques testées avec les tests fonctionnels. Après, il y a des solutions pour diminuer le temps d'exécution des tests fonctionnels. Il y a moyen de paralléliser. Ensuite, très bien, on a parlé d'un package tout à l'heure. Le package, à quoi il va nous servir? À déployer. Certains d'entre vous utilisent peut-être le SVN ou Git pour déployer en production. Essayez d'éviter au maximum ces pratiques. Encore une fois, bêtement, regardez Composer. Composer ne va jamais utiliser sauf si vous spécifiez, mais par défaut, il ne va pas utiliser le versionning pour récupérer un package stable. Toujours la version packagée. Et même principe pour votre application. Votre application, vous devriez tout le temps utiliser un package. Plusieurs raisons à ça. Ce package va régulièrement être mis sur plusieurs serveurs. On parle ici du cloud, par exemple. Bien, quand vous rajoutez un serveur dans votre cluster, vous voulez avoir exactement la même version du code. Seul un package qui est un snapshot de votre code et de ses dépendances vous permettra de le faire. Du coup, il faut utiliser des outils qui permettent de supporter ce package. Quels sont les outils qui vont nous permettre de le faire? À l'heure actuelle, on va retrouver des outils tels que Code Deploy, Amazon Code Deploy, qui est gratuit sur Amazon. Vous pouvez l'utiliser en dehors d'Amazon également. À ce moment-là, vous aurez des frais supplémentaires par déploiement et par machine. C'est tout récent comme outil sur Amazon, mais ça fait des années qu'il est testé par Amazon.com. Donc, on peut se dire que l'outil est suffisamment stable. Sauf si on n'a pas confiance en la plateforme. Mais... Ensuite, le gros avantage de cet outil, c'est qu'il va vous permettre de déployer votre code à chaque fois que vous démarrez une nouvelle machine, avec la même version du code que sur les autres machines. Également, il va vous permettre de faire un rollback si jamais un déploiement ne se passe pas correctement. Et il va également faire les updates de votre code sur toutes les machines. Vous n'êtes pas obligé de créer une nouvelle machine avec le nouveau code. Ensuite, on voit qu'il y a moyen de faire du déploiement transitionnel. Ce qui signifie quoi? Vous avez envie de mettre seulement un pourcentage de votre cluster à jour pendant une période. Ce qui vous permet, si jamais le cluster tombe, si les serveurs ne sont pas accessibles pendant le déploiement, d'avoir par exemple 20% de votre cluster qui va être mis à jour sur la nouvelle version. Une fois que c'est fait, encore 20%, et ainsi de suite. Donc vous ne perdez à ce moment-là que 20% de votre infrastructure pendant la durée de la mise à jour du cluster. Vous avez également la possibilité de gérer tout ça au niveau du pourcentage. Vous avez également Zen Server qui va vous permettre de faire la même chose, plus ou moins, avec Zen Deployment, avec tout un tas d'autres outils supplémentaires. Bon. Vous avez la gestion du rollback, également le déploiement transitionnel au sein d'un cluster. Donc là, par contre, vous n'avez pas la main sur le pourcentage qui va être mis à jour à la fois, mais
33% de votre infrastructure sera mis à jour, suivi de 33 autres et les 33 derniers à la fin. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Y a-t-il des questions? Oui? Quand on fait des mises à jour, parfois on s'est rendu compte, pour une raison quelconque, soit c'est une nouvelle feature, soit c'est un bug qui existait, on doit par exemple faire tourner des scripts dans la DB ou sur d'autres parties. Oui. Comment, dans la philosophie du déploiement continu, on gère ça? Le plus simple, c'est des trucs manuels, quoi. Comme je le disais, on gère ça. Encore une fois, ce sont des dépendances qui doivent être gérées dans ce cas-là avec Fing, par exemple. Okay. Et dans les outils, comme on a pu le voir, tels que Amazon Code Deploy ou ZenServer, il y a plusieurs moments où il y a moyen de créer des hooks. Ces hooks vont permettre justement d'exécuter une partie du code, par exemple des target Fing, ce qui va être le plus facile à gérer. Oui, donc ma question, donc merci pour la conférence, très intéressant. Merci. Ma question est purement rhétorique. Donc par rapport à la chaîne de déploiement, on se base sur la correction de bugs pour in fine arriver à un logiciel qui est totalement fonctionnel. Donc est-ce que l'étape suivante, ce serait de corriger le bug ou bien de prévoir le bug afin que les développeurs puissent programmer sans bug? Et si oui, quand est-ce que Continuous pourra fournir un logiciel pareil? C'est magique. Ça, c'est une question piège. Il y a des outils qui permettent déjà de vérifier la qualité des tests unitaires qu'on a dans son application. Bref, des outils qui vont permettre de tester ces tests unitaires. Vérifier qu'ils sont bien écrits, qu'ils couvrent un maximum de cas. Ça va permettre d'aider à se prémunir de pas mal de bugs. Si on peut rajouter ça dans la chaîne d'intégration, dans ce cas-là, on va déjà beaucoup plus loin au niveau de la qualité du code. S'ils sont exécutés localement pendant le rajout de nouvelles features, le bug ne sera pas normalement écrit. Ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la chaîne de déploiement continu n'est pas là pour exécuter les tests tout le temps. Elle est surtout là pour contrôler que les tests qui ont été créés par le développeur ont bien été exécutés localement sur sa machine. Chose qu'on oublie souvent de faire. D'autres questions? Oui? Bonjour. Bonjour. Dans le cadre de GitFlow, Oui. si on parle de déploiement continu, Oui. souvent on est confronté à des validations par les acteurs externes comme des clients. Donc ça veut dire que si par exemple il y a des développeurs qui sont en train de développer des features sur des différentes branches, comment on peut parler de déploiement continu s'il faut déployer, avoir accès à des acteurs externes pour après déployer continuellement? À ce moment-là, ce n'est plus du déploiement continu, c'est de la livraison continue. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a moyen de gérer les deux en même temps avec GitFlow. Le déploiement continu qui sera là pour, par exemple, les hotfix et les nouvelles features qui seront intégrées dans une release, elles seront déployées sur un serveur d'acceptance. Et là, le client final est à même de valider que les nouvelles features correspondent à ses besoins. Maintenant, une autre solution, c'est de travailler avec du BDD, tout simplement. Valider toutes les fonctionnalités avec le client, bien définir toutes les specs des features avec le client. Dans ce cas-là, si les tests passent, ça sert également
de validation. Mais il faut être confident avec le client pour travailler de cette manière. Merci. D'autres questions? Il suffit de le demander. Juste petit... Toutes ces pratiques sont mises en place sur Continuous PHP, sur le développement de cette plateforme. Et c'est ce qui nous a permis, en à peine 2 ans, de sortir une plateforme pareille, qui est scalable automatiquement dans le cloud. Et pendant une grande partie de ces 2 années, on a fait ça en dehors de nos heures de travail. Donc, c'est bien une preuve que ces pratiques fonctionnent très bien pour sortir beaucoup de features rapidement. Je pense qu'il y en a dans la salle qui peuvent témoigner que même le support d'Atom a été sorti dans un temps record. Mais merci beaucoup.